ce soir. Bienvenue pour ce deuxième rendez-vous du cycle de rencontres égalité femmes-hommes. Le hashtag, c'est hashtag égalitéFH. Voilà, donc ce soir, on va discuter de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et le premier rendez-vous de ce cycle, c'était « Une femme est-elle une journaliste comme les autres ?» Et aujourd'hui, le titre de la rencontre qu'on peut suivre ici au Club de la Presse et puis aussi à travers l'écran, c'est « Représentation au pluriel, les femmes dans les médias ». Et on a deux invités. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent à travers l'écran. Nos deux invités sont ici avec nous en présentiel. Bonsoir Emmanuel Brunel. Bonsoir. Bonsoir Virginie Henné. Alors, Emmanuel Brunel, vous êtes chercheuse en sciences de l'information et de la communication, et vous, et Virginie Henné, vous êtes journaliste. En commençant déjà quelques mots avec vous, Emmanuel Brunel, pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux et qu'on vous présente un peu. Vous êtes chercheuse en sciences de l'information et de la communication au CELSA à Paris et Sorbonne. Merci d'être venue à Rennes, Club de la Presse. Et vous êtes doctorante. Vous n'avez pas encore fini votre thèse, mais pourtant vous avez déjà coordonné un livre, un ouvrage paru au mois de juillet chez l'Harmattan, qui s'appelle « Genre et médias, quelle représentation ?» Et avant de vous passer la parole, un mot sur vos recherches à vous, parce que même si vous vous intéressez au genre, vos recherches à vous, c'est que vous étudiez l'égalité, le genre, mais sous un aspect de sémiologue. Vous vous intéressez au discours, au texte, aux images. Tout à fait. C'est ça. Et puis, je vais même dire un mot sur le titre de votre thèse, qui est encore en cours, mais c'est « Communiquer sur et par la diversité, analyse de la trivialité d'une rhétorique sociale entre enjeux de pouvoir et de représentation ». C'est ça? Tout à fait. Donc, en fait, vous vous intéressez aux stéréotypes, à l'imaginaire. Comment vous pourriez nous dire ça en quelques mots? Alors, en quelques mots, en fait, je m'intéresse à la façon dont les imaginaires circulent dans la société, comment ils sont façonnés, comment ils sont pétris, notamment à travers les médias, mais pas seulement. Et du coup, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mettre au jour comment les dynamiques stéréotypiques se déploient dans le monde social, se reconfigurent, se reproduisent ou parfois peuvent être désamorcées, reconfigurées, notamment à partir de processus de créativité. Voilà. Et vous allez nous expliquer tout ça. Et je le rappelle, donc, le public ici peut poser ses questions dès le début, au bout de 10 minutes, 15 minutes, même si on a une troisième intervenante dont je vais vous dire un mot tout de suite. Et avant d'aller plus loin dans votre étude, Emmanuel Brunel, Virginie Henné, vous êtes journaliste ici à Ouest France, à Rennes. Oui. Et vous copilotez le réseau Égalité dans ce quotidien. C'est ça. Et vous nous expliquerez aussi que c'est une démarche qui a commencé en 2018 et qui a pris un essor en 2020 et qui commence à porter ses fruits. Qui se poursuit, oui. Qui se poursuit. Et alors, on va aussi écouter dans quelques minutes Jessica Lopez. C'est intéressant parce que Jessica Lopez est adjointe à la rédaction en chef centrale chargée des principales rédactions chargée des principes rédactionnels et de la diversité à l'agence France Presse. Elle a cet emploi depuis 2 mois à l'agence France Presse, et elle aussi, elle est un peu comme vous, Virginie, c'est un peu votre alter ego. À l'AFP, ils sont 1400 journalistes, vous êtes 600, c'est aussi un grand média. Et puis, c'est intéressant parce que Jessica Lopez a travaillé avec une personne dont on va parler, Emmanuel Brunel, c'est Marlène Coulonguli qui a préfacé votre livre. Tout à fait, oui. C'est une des pionnières en études de genre en sciences de l'information et de la communication et en gros, une des premières chercheuses à avoir mis sur la table ce sujet pour travailler dessus. Et on peut peut-être d'ailleurs, avant d'écouter Jessica Lopez, parler avoir un peu une approche un peu sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans les médias. C'est ce que dit d'ailleurs Marlène Coulongulis, et ça a commencé dans les années 60 grâce au mouvement féministe qui, les premières, se sont intéressées à la place des femmes dans les magazines. Elles ont déconstruit un peu tout ça. Oui, tout à fait. En fait, les premières études de Marlène Coulonguli portent sur la représentation du féminin, donc portée par un certain nombre de féministes qui expliquent que les représentations sont stéréotypées, caricaturales, réifiées et réclament plus d'authenticité dans la représentation médiatique. Donc, elle a travaillé sur la revendication de ces mouvements, mais aussi sur les magazines de l'époque, à travers différentes études que vous pouvez retrouver en tapant Marlène Coulonguli sur le Cairn, par exemple.
Et parce que, ça, on le sait depuis les années 60, il y a une responsabilité des médias dans l'asservissement des femmes, c'est ça? Alors, elle ne dirait pas exactement qu'il y a un asservissement, dans le Ouais. sens où toute personne conserve toujours évidemment sa liberté, mais il y a plutôt une sorte de déformation qui peut générer des assignations. Et effectivement, c'est par le prisme de la question des assignations que, comment dirais-je, les médias se prennent en quelque sorte le procès de rendre la réalité beaucoup moins dense et beaucoup moins consistante que ce qu'elle n'est, en réduisant les femmes à des prototypes, des stéréotypes, en particulier pour faire acheter des produits, c'est-à-dire à travers les stratégies marketing qui habitent aussi les médias, enfin, depuis qu'ils sont médias en fait. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez démontré, qu'est-ce que vous avez voulu mettre au point dans cet ouvrage qui cite 7 études de cas médiatiques, hein, notamment une étude de Sandy Montagnola, qui était l'invité du Club de la Presse lors du premier cycle. Quel est l'objectif de cette étude qui fera date? Alors, effectivement, en fait, cet ouvrage a plutôt vocation à poursuivre la réflexion qui a été entamée en sciences de l'information et de la communication sur la question des représentations de genre dans les médias. En fait, il s'agit à la fois de regarder comment les représentations médiatiques sont genrées, mais également la façon dont il y a des médiatisations des questions de genre, c'est-à-dire la façon dont on parle, par exemple, des mouvements féministes, la façon dont on parle des espaces qui problématisent la question du genre dans la société, donc dans l'espace public. Et donc, effectivement, cet ouvrage a vocation à délivrer plusieurs études de cas. Donc, il y a 7 études de cas sur 7 objets différents qui chacun ont été menés par donc mes collègues que j'ai fait écrire et donc voilà, retranscrire leurs travaux de recherche. Je cite simplement Oui. l'étude de cas de Sandy Montagnola, sport et grossesse dans les médias, les assignations de genre par la parole médicale. Voilà, donc par exemple, typiquement, le chapitre de Sandy Montagnola va porter sur la façon dont le discours journalistique prend la parole médicale, donc le plus souvent ce sont donc des hommes médecins gynécologues qui contre-indiquent la pratique sportive aux femmes enceintes sur des principes sexistes. C'est-à-dire en disant voilà, elle va être trop faible, enfin il y a beaucoup de choses enfin, dans le chapitre de Sandy qui montrent en fait comment est-ce que la prise en charge de la parole médicale prend le dessus sur le vécu et l'expérience des femmes dans cette étude-là. Donc, effectivement, l'idée, c'est que nous, chercheuses et chercheurs, on n'est pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal, on n'est pas là pour dire ce qu'il faudrait faire ou comment il faudrait faire, mais plutôt pour donner des pistes d'interrogation, pour ouvrir des questionnements et pour se demander, tiens, dans quelle mesure est-ce que la figure, donc là, effectivement, c'est la figure du médecin, qui est aussi une figure patriarcale voilà, en tant que telle, est sollicitée par les journalistes plutôt que le vécu et les expériences des femmes pour parler du sujet du sport pendant la grossesse, par exemple. Vos recherches, vous avez un lien avec les médias parce que c'est votre objet de recherche et en même temps, il y a un effet retour chez les médias, chez les journalistes qui vont s'inspirer, qui vont peut-être transformer leur pratique. Ah ben, on espère. On espère. Et ce que dit toujours Marlène Coulonguli, elle explique aussi le rôle des médias dans la formation du genre. Ça, c'est très important. Oui, alors en fait, Marlène Coulonguli, elle part d'un postulat, si vous voulez, une sorte d'axiome de départ, qui est que on ne peut pas communiquer sans s'appuyer sur le bain social dans lequel on est. Le bain social étant genré, la façon dont on va communiquer, la façon dont on va articuler des signes, des symboles et des discours est toujours pétrie par les imaginaires sociaux qui nous environnent. Donc à partir de ce moment-là, toute communication est genrée. Donc ça, c'est le postulat de départ. Et donc simplement avoir occulté, c'est-à-dire ce qu'on appelle une perspective gender blind, c'est-à-dire se rendre aveugle au genre, comme on dit color blind, aveugle à la couleur, par exemple, pour les questions de racialisation. Marlène Coulonguli dit, en fait, c'est très bizarre parce qu'au début, les sciences de l'information et de la communication, donc le champ de recherche dans lequel je me situe, étaient gender blind, c'est-à-dire ne posaient jamais la problématique du genre, ni comme centrale, ni comme à côté, c'était juste pas pris en compte. Et elle dit, je m'interroge, c'est assez étrange, alors que la communication est par définition un objet social genré. Il s'agit donc, avec les travaux, elle fait quelque chose lors de la programmatique des travaux futurs, de développer cette perspective sur tous les objets qui nous environnent et dont on peut se saisir pour les étudier. Et ce qu'elle dit aussi dans la préface du livre que vous avez coordonné, c'est que la crise sanitaire n'a pas amplifié, mais révélé l'invisibilité des femmes dans les médias. Oui, alors en fait, invisibilité, c'est peut-être…
un mot qui est souvent, qui est souvent repris, etc. Mais en fait, elle parlerait plutôt de manque de qualité et de subtilité. Enfin, moi, c'est plutôt comme ça aussi que j'entends les propos de Marlène Koulangoulis, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas que les femmes sont invisibles, mais c'est que lorsqu'elles sont visibles, c'est toujours sur une part mineure. Donc, en fait, c'est la question des rapports sociaux de minoration, et c'est toujours d'une façon ou hypertrophiée ou au contraire sous-valorisée. Mais ça, je vous propose d'écouter l'éclairage de Jessica Lopez, qui justement s'appuie sur les travaux de Marlène Koulangoulis. On peut le préciser, elle est professeure à Toulouse, un chercheur en communication, médias et aussi sociologue d'ailleurs. Elle est retraitée, professeure émérite. Oui. Oui. Sur l'histoire des médecins, ça me fait penser un petit peu à quelque chose de plus général sur le côté remise en cause de l'expertise par l'opinion. Là, ou alors c'est différent dans le cas de la médiatisation de l'histoire de ça. Alors, c'est une question qui a trait à l'étude de Sandy Mondagnola sur la sport et grossesse, sur la remise en cause éventuelle de l'expertise. Alors, en fait, c'est très différent. Ce qu'elle fait, si vous voulez, donc dans ce chapitre, elle prend des médias du début du XXe siècle jusqu'à nos jours et elle regarde à chaque fois qu'il a été question de pratiques sportives pendant le temps de la grossesse. Et donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est plutôt une perspective historique et généalogique sur les paroles médicales telles qu'elles ont été reprises dans les médias. Donc, évidemment, toujours avec ce principe de stéréotypie, raccourci, parce que le média condense et concentre le sens. Et en fait, elle explique qu'il y avait, en fait, dans le champ médical, plein de débats sur est-ce qu'on peut faire du sport, comment, etc., qui ne sont pas forcément correctement retranscrits dans les médias parce qu'il y a cet effet de raccourci. Et en fait, ce n'est pas forcément une perspective de l'opinion contre la parole savante du médecin. C'est plutôt, en fait, sa perspective critique, c'est juste de mettre à plat quels ont été les discours qui ont été sélectionnés et repris dans les médias. Et donc, du coup, par exemple, il y avait des choses assez cocasses dans ce qu'elle a trouvé, c'est-à-dire qu'en faisant son étude sur son corpus, donc avec un corpus de plusieurs articles de presse jusqu'à Ouest France, les derniers articles qu'elle prend, c'est dans Ouest France, et elle dit, en fait, il y avait beaucoup de façons de justifier un conseil par une perspective sexiste. Donc, c'est la façon dont le conseil médical est justifié qui est en fait pétri du sexisme ordinaire qui environne les médecins comme les autres personnes finalement. C'est-à-dire que le conseil du médecin était avéré et valide quelque chose, mais par contre, c'est la façon dont c'est justifié en dehors des citations qui était... En fait, elle ne dit pas, le médecin, ce qu'il dit, c'est correct ou pas correct. C'est pas sa perspective. C'est plutôt comment est-ce que le discours médiatique façonne une perspective et une représentation qui est que la femme enceinte est fragile, qu'elle ne doit pas faire ceci, qu'elle ne doit pas, avec pas mal d'injonctions. Et par exemple, une des premières choses qu'elle trouve donc, dans son corpus, je crois qu'elle remonte même à la fin du 19e siècle, c'est qu'il ne faut pas faire de bicyclette parce que si jamais ça frotte trop sur son clitoris, elle va pouvoir avoir du plaisir et ce n'est pas bon pour le bébé. Donc, il y a ça quand même comme conseil qui ressort. Donc, voilà. Et donc, jusqu'à nos jours, où là, c'est plus les critiques qui sont portées au CrossFit Mom, qui seraient donc des extrémistes du sport qui voudraient absolument pas prendre un gramme et qui, du coup, là, effectivement, sont décriés, pas particulièrement juste par les médecins. Et en fait, elle ne dit pas que c'est bien ou que c'est mal, les CrossFit Mom. Elle dit, voilà comment le monde médiatique représente le sujet et c'est toujours en culpabilisant les femmes ou en tout cas ne prenant pas leur perspective à elles en ligne de compte en premier lieu, alors que c'est les concernés. Merci pour cette première question et n'hésitez pas. Donc, on va écouter les explications de Jessica Lopez. Donc, elle cite à un moment une association, une opération qui est importante, c'est le GMMP, c'est le Global Media Monitoring Project. On y reviendra tout à l'heure. C'est une méthode pour évaluer à l'échelle mondiale la présence des femmes dans les médias. On va écouter ces explications recueillies vendredi. Ça dure 9 minutes. Voilà. Hop. Jessica Lopez, bonjour. Bonjour, Nicolas. Je vais mettre plus fort. Voilà, Jessica Lopez. Voilà, et bonjour à tous. Pardon de pouvoir être présente avec vous ce soir.
Alors, Jessica Lopez, vous êtes journaliste à l'AFP et vous êtes à la rédaction en chef centrale, chargée des principes rédactionnels et de la diversité à l'agence France-Presse. On peut peut-être commencer par des chiffres à l'échelle mondiale et mondiale sur la présence des femmes dans les médias. Alors oui, on estime en gros que les femmes sont dans un quart des contenus médiatiques, c'est 25%. C'est un chiffre assez officiel qui est issu d'un rapport qui a lieu tous les 5 ans. On a un projet qui s'appelle le Global Media Monitoring NMP et qui est mené dans plus d'une centaine de pays où en fait une équipe de chercheurs dans chaque pays prend une journée test. Il me semble que donc de mémoire la dernière. Et puis, en fait, ils vont regarder, cette équipe de chercheurs, la télévision, ils vont écouter la radio, ils vont regarder toute la presse écrite, Twitter des grands médias pour est-ce qu'on parle des femmes, comment on parle des femmes. Et donc, il ressort de cette étude mondiale que le chiffre international, c'est qu'en gros, qu'il y a 25% uniquement dans les contenus médiatiques. Et donc, on peut supposer qu'il y a quand même plus de 75% d'hommes. En France, ce chiffre, il est de 29%. Et puis après, la moyenne européenne, c'est autour de 30%. Et après, il y a des pays, les pays américains, les pays anglo-saxons, Canada, qui vont au-dessus des 30% de représentation de femmes dans leurs médias. Sur cette journée, ça devient un chiffre pendant 5 ans, c'est le chiffre officiel, vraiment que sur une journée. Représenté, donc on a déroulé la pelote. On a travaillé avec une sociologue de l'Université de Toulouse qui s'appelle Marlène Poulonguli, qui est un peu la spécialiste de ces questions en France. Et donc, du coup, voilà, elle, avec ses étudiants, elle a pris un corpus de nos dépêches qu'elle a étudiées en 2018, 2019, 2020. Et donc, voilà, on se rend compte, c'est un petit peu déprimant à lire, que les femmes sont en général absentes des titres, plus souvent décrites par leur physique que les hommes. On a plus souvent leur âge. Elles ont parfois uniquement un prénom. Elles ont parfois même pas de prénom. Voilà. Donc, du coup, moi, ce qu'on m'a demandé quand j'ai commencé à faire le rapport en 2021, c'est de m'intéresser très concrètement à, une fois qu'on avait ce constat, depuis 2016-2017, et en plus, il y a eu MeToo, c'était vraiment de trouver des solutions pour essayer d'améliorer la représentation des femmes. Et du coup, on a élargi cette question à la diversité voilà, dans nos contenus. Et une de mes conclusions, c'était
c'était notamment que peut-être ce serait bien d'avoir quelqu'un basé à la rédaction en chef centrale, qui est central en fait, qui dirige un peu toutes les régions de l'AFP pour pouvoir être dans la prise de décision et réfléchir avec tous les bureaux à comment améliorer ça. Donc, le poste a été affiché, j'ai postulé et je l'ai eu en septembre. Et maintenant, c'est officiel. Et comme vous êtes rattaché à la rédaction en chef centrale, ça va irriguer dans toutes les rédactions de l'AFP, et puis notamment à travers le manuel de l'agencier. Donc là, les journalistes auront des outils pour rééquilibrer ce déséquilibre. Et vous avez aussi travaillé avec, vous avez donné quelques chiffres sur le qualitatif aussi. Un sociologue de Grenoble, je crois, vous a donné une approche assez percutante aussi sur vos propres productions. Oui, tout à fait. En fait, l'AFP est partenaire d'une équipe de chercheurs de Sciences Po Grenoble qui a mis en place un algorithme qui détecte automatiquement les mentions de femmes. Alors, c'est encore en étude, justement. En fait, il se teste un petit peu avec nous. Donc, il a mis en place un algorithme qui détecte automatiquement les mentions de femmes dans les articles. Donc, c'est très précieux. Et donc, on travaille avec lui, on est partenaire. Et en plus de donner un peu un chiffre de temps en temps sur la présence des hommes et des femmes dans nos dépêches, il a étudié aussi la façon dont on parle des femmes. Il y a un petit volet qualitatif dans son étude. Et donc, il est allé voir, je dis il, c'est l'algorithme, enfin, voilà, tout le monde comprend, les verbes qu'on utilise majoritairement dans les citations. Donc, par exemple, il a déterminé, cet algorithme, que quand on cite un homme, l'homme, il va davantage proposer, annoncer, penser. Alors, la femme, elle va plutôt davantage, dans nos dépêches, raconter, murmurer, soupirer, nuancer. Voilà. Et donc, ça c'est très frappant, en fait. Ça, quand on en parle entre nous, tout le monde tombe de sa chaise en disant mais c'est des biais complètement inconscients. Et voilà, ça revient aussi au rôle dans lesquels on met aussi les gens parfois dans nos articles sans le vouloir. C'est inconscient parfois avec toutes les bonnes intentions du monde. Et ben on finit quand même par avoir l'homme qui pense, l'homme qui annonce et la femme qui est victime, la femme qui souffre de quelque chose. Voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi important de se poser la question de qui on cite en tant qu'expert, qui apporte un peu les données scientifiques, qui apporte le raisonnement dans nos articles. C'est très important d'avoir des bons experts et c'est pour ça que c'est important de citer des femmes aussi. Et justement, pour finir sur les experts et les expertes, c'est un point aussi très important. Pouvez-vous nous donner un chiffre et votre objectif par rapport à ces personnes qui transmettent le savoir ? L'objectif, il peut sembler modeste, mais bon, pareil, c'est encore une histoire de calcul, mais c'est vrai que symboliquement, moi, j'aimerais qu'on dépasse la barre des 30% parce que justement, cette étude de Marlène Poulon-Gully que je citais précédemment, elle indique que dans les experts que l'on cite, il y a moins de 30% de femmes et donc plus de 70% d'hommes, ce qui fait qu'en fait, 7 personnes sur 10 qui va apporter un regard scientifique, prendre de la hauteur, vous donner les clés de compréhension dans votre article, c'est plutôt des hommes. Et nous, on estime à l'AFP que c'est aussi important que les petites filles et les femmes voient des femmes dans des rôles de leader et que les garçons et les hommes, les jeunes hommes, voient aussi des femmes dans ces rôles-là. Et donc, voilà, il y a un vrai travail à mener sur les experts. Alors, bien sûr, c'est difficile, personne ne dit que c'est facile, mais on doit se poser la question, et encore plus, je trouve, dans des papiers froids, parce que l'AFP, c'est de l'actu très chaude. Et donc, parfois, un discours de Macron, un discours de Zelensky, un discours de Poutine, c'est évident que on ne peut pas se poser en plus la question de l'équilibre, tout ça. Mais de se dire, là, je vais faire un papier froid, un papier d'analyse, un papier peut-être plus diplôme ou un papier, je ne sais pas. Et là, essayer de faire cet effort parfois de penser et de se dire, je cite tout le temps les mêmes personnes. Est-ce qu'ils n'ont pas des collègues femmes ? Est-ce que je ne peux pas, moi, de côté, essayer de trouver des femmes expertes ? Et ça, je pense que c'est important. Et pour conclure, le seuil de 30%, pour moi, il est symbolique. Vous avez dans une pièce 10 personnes, il y a 8 hommes et 2 femmes, elles sont un peu invisibles. Voilà, je pense que vous commencez à renverser la tendance quand vous avez 3 femmes dans un groupe de 10, ensuite 4 femmes. Voilà, je pense que c'est l'étape un peu la plus dure, c'est de dépasser le seuil de 30%. Et en espérant que ce déplacement, cette évolution aille assez vite, que vous puissiez la quantifier. Voilà, c'est ça. Après, la question, c'est comment on va calculer que, de fait, on a amélioré, on a dépassé les 30%. Donc ça, c'est peut-être la question de mettre aussi en place un outil pour compter automatiquement la place des femmes dans nos dépêches. Voilà, c'est soumis à des discussions, ça demande aussi un peu de technique, mais à terme, mon souhait, ce serait qu'on se dote de cet indicateur. Ouais. Merci beaucoup, Jessica Lopez. Merci beaucoup.
Donc, on a eu, je peux continuer comme ça. Donc, on a eu ces explications sur ce qui se passe à l'agence France Presse et ça a dû vous intéresser, Virginie Henné. Qu'est-ce que vous en pensez de cette historique et de ces chiffres? C'est à peu près la même démarche que celle qu'on a initiée, nous. Et ça me rassure sur nos chiffres qui sont meilleurs que ceux de l'AFP, même si on ne peut pas s'en féliciter. Nous, on est actuellement à 35% de femmes citées en moyenne, ce qui est clairement insuffisant, hein. Mais on partait de un petit 20% en 2018-19 quand on a commencé à tenir notre baromètre. Nous aussi, on a un logiciel en interne qui arrive sur la base de prénoms. Alors effectivement, il y a quelques biais avec des prénoms qui peuvent être mixtes, mais à déterminer le nombre d'hommes et de femmes à qui on donne la parole. Vous aussi, c'est un logiciel, un algorithme? Oui, en fait, au tout début du réseau, on le faisait manuellement. Chacun prenait sa semaine, autant dire que c'était chronophage. Et puis progressivement, effectivement, le pôle data à l'intérieur du journal a pu prendre le relais. Et à l'AFP, ça a commencé en 2020, les premières études, je crois, et vous aussi, vous pouvez nous raconter un peu la genèse de votre démarche? Oui, nous, c'était en septembre 2018 qu'on s'est lancé. En fait, c'est un article un peu sexiste, totalement sexiste, dans le journal, qui nous a agacés. Quelques-unes d'entre nous, on s'est échangé un mail en disant « mais c'est pas possible ». Et puis de toute façon, on s'est rendu compte en échangeant par mail que ça fait des mois, pour pas dire qu'il n'y avait pas assez d'articles aussi qui parlaient des femmes sur plein de sujets, les menstruations, la carrière, etc. Et voilà. Et cet article, finalement, il a été salvateur parce qu'on a contacté le rédacteur en chef en lui disant voilà, on trouve qu'il y a un problème. Enfin, on avait déjà mesuré un peu une espèce de pré-baromètre avant de le rencontrer. On lui a montré les chiffres la place des femmes dans Ouest France. Alors nous, on parle bien que de l'éditorial, on ne parle pas des femmes journalistes dans l'entreprise. Là, c'est du ressort des syndicats, de négociations, etc. Enfin, c'est tout aussi important, mais c'était voilà, nous, on est journalistes, donc on s'est penché là-dessus. C'est un peu pareil, je crois. Jessica Lopez à l'AFP ne s'occupe pas de la DRH, mais elle notait qu'il y a 44% de femmes dans toutes les rédactions à l'AFP. Nous, je crois qu'on a passé les 50% à Ouest France. Par contre, dans la hiérarchie, ça augmente beaucoup, mais on n'est pas encore évidemment du tout à 50%, on part de loin aussi. Voilà, donc pour revenir à la genèse du projet, du coup, on s'est donné 1 an. Donc, on était 35 personnes, un tiers d'hommes et 2 tiers de femmes. Et on a fait on s'est beaucoup documenté, on a fait plusieurs réunions sur plusieurs thématiques, l'iconographie, l'écriture sexiste, comment écrire de manière non sexiste, le traitement des faits divers sur les violences faites aux femmes, les concours de beauté, etc. Et on en a rendu un document de préconisation, une charte en 9 points pour écrire de manière non sexiste. Et puis tout un document de préconisation un peu plus boîte à outils à usage des collègues, parce que nous, on est disséminés dans 12 départements et qu'on peut être un peu tout seul dans sa petite rédaction. Et on s'est rendu compte que beaucoup de collègues continuent à traiter les faits divers ou les concours de beauté de la même manière qu'on le faisait depuis bien longtemps, parce que ne questionnent pas, tout simplement. Voilà, donc ça concerne à la fois les 600 journalistes et aussi tous vos correspondants qui sont encore plus nombreux. Oui, alors on ne les a pas formés du tout, on n'a pas du tout le droit, on n'a aucun lien hiérarchique vis-à-vis d'eux. Par contre, effectivement, il y a une petite note qu'on leur a envoyée pour qu'eux aussi puissent s'emparer. Par exemple, depuis le 1er janvier 2020, on féminise systématiquement tous les titres et fonctions à Ouest France. Voilà, si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est pareil. Vous avez un dictionnaire, quoi. On a un dictionnaire de féminisation et voilà, on a forcément évidemment besoin que les correspondants suivent le mouvement. Idem pour les concours de beauté, on fait beaucoup moins. On essaye de faire moins mais mieux. C'est-à-dire quel traitement faire? Eh bien, par exemple, déjà, on annonce et ou ne couvre plus systématiquement un concours de beauté. Voilà, on réfléchit, on se pose des questions. Alors, si c'est le concours régional en vue de Miss France, c'est délicat de ne pas le traiter. Si c'est parce qu'il y en a plein, le concours local, je dis des conneries, mais ça arrive vraiment du concours de la saucisse ou du concours de trucs local. Là, c'est pas obligatoire, clairement. Et quand bien même on le couvre, on préférera l'annoncer sans obligation de le couvrir ensuite et plutôt faire des portraits au sens journalistique du terme, de certaines candidates qui vont plutôt nous parler de leurs aspirations, de faire vraiment plus un article sur cette personne, sur son parcours, que vraiment sur ce concours en lui-même. Alors, on essaye vraiment de proscrire les rêves de petites filles et les trucs du genre.
Et bien évidemment, il n'y a plus une seule photo de maillot de bain depuis, quoi. Voilà. Si vous avez des questions. Ah oui, je crois qu'on a Ouais. une question. Je vais la relayer au micro pour qu'on l'entende bien. Ouais, non, juste vous dites que vous avez formé des journalistes, il y a des journées de formation ou c'est juste la charte qui comment ça fonctionne concrètement? C'est une question sur la formation des journalistes. Oui, c'est entre les deux. En fait, quand on a rendu cette charte accompagnée de cette boîte à outils qui a été validée par la rédaction en chef, on a constitué un réseau, plus simplement un groupe de travail. Donc là, on est presque 100. À l'époque, on était plutôt 70, disséminés partout dans le journal. Ça nous tenait vraiment à cœur qu'il y ait au moins 2 personnes par département en relais. Et ces personnes-là, on les a, entre guillemets, formées à elles-mêmes aller faire des réunions d'information dans leur rédaction. Ce qui fait que, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques trous dans la raquette, mais globalement, quasi tous les collègues de toutes les rédactions ont eu une réunion d'1h30, peut-être 3/4 d'heure, où on leur a présenté cette charte, on leur a expliqué tous les biais dans lesquels on était depuis des années, parce que plein de collègues n'étaient juste pas sensibles à ça, en fait, non pas qu'ils étaient contre, mais autant des hommes que des femmes d'ailleurs. Et voilà, donc de faire germer une petite graine, de leur fournir la charte et ensuite de répondre aux questions. Donc, il y a eu ça une première fois. Après, on fait des petites piqûres de rappel. Tous les ans, il y a une réunion de la rédaction en chef qui passe dans tous les départements. Ils en reparlent. Enfin, voilà, à plusieurs occasions, on en reparle. Et là, par exemple, on en parlera peut-être après, mais on est en train de se doter, nous aussi, en interne, d'un annuaire des experts, parce que clairement, on n'est pas encore assez bon. Et là, on va en profiter pour refaire des piqûres de rappel, des préconisations dans les rédactions, tout en demandant aux collègues, en les sensibilisant à cet annuaire et en leur demandant de nous remonter des coordonnées d'experts qu'eux pourraient avoir dans leur carnet d'adresses et qui pourraient, dès lors qu'ils peuvent servir aux collègues de la rédaction d'à côté, il faut qu'on les intègre. Allez-y, Emmanuel Brunel, si vous voulez réagir. Mais c'est vrai que sur les expertes, Jessica Lopez en parlait. Oui, après, on va vous donner la parole. Sur les expertes, l'AFP veut arriver, Jessica Lopez veut arriver très vite à 30%. Actuellement, vous êtes à 25%. Non, 35. Je 35%. recherchais les chiffres. Du coup, ouais. On a démarré à peine 20% en 2019. Là, on est à 35%. Donc, c'est bien mieux. Par contre, depuis 1 an et demi, on est stable à 35. Donc, voilà, ce n'est pas suffisant. En fait, on est déjà adhérent et on a même, je ne sais pas si on dit sponsorisé, mais on a financé en partie l'annuaire des expertes nationales qui a été créé par Caroline Dehaze, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça, c'est très bien. Ça sert beaucoup aux collègues des services d'information générale, clairement. Voilà, ils s'en emparent. Maintenant, donc d'une part, on stagne, donc c'est factuel, il faut continuer. Et puis d'autre part, il sert très peu aux collègues comme moi qui sont en local. Moi, je couvre l'actualité de Rennes. Je m'empare très peu de l'annuaire des experts parce que c'est des expertes nationales. Donc, je pense on espère vraiment que cette annuaire plus régionale nous permettra d'appeler plus régulièrement des expertes au plus près de chez nous et que donc continuer à faire augmenter le chiffre, quoi. Oui, on avait une question. Oui, non, c'était sur la charte. Je ne sais pas si vous avez le droit de révéler. Si. C'est sur la charte, une question sur la charte que vous avez mis au point. Ouais. En fait, elle est en 9 points. Donc, c'est des trucs très basiques, mais le but, c'était vraiment de lancer la conversation dans les rédactions. Donc, cette charte, pour écrire de manière non sexiste, elle dit donc éviter les expressions et clichés sexistes. J'ai sur un bon père de famille, des trucs du genre. Accorder les noms de métiers et de fonctions au sexe de la personne qui les occupe. User du masculin et du féminin pour marquer la mixité. Alors, donc, on préconise l'écriture inclusive, mais pas sous forme de points médians. Peut-être un jour, on y viendra, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on a estimé, le groupe de travail, que le monde n'était pas prêt. Ce n'était pas assez lisible, en tout cas, à l'heure actuelle. Donc, on préconise de dire les nageuses et les nageurs, ou des termes épicènes, les droits humains, voilà, des choses comme ça. Au moins une fois en début d'article, parce qu'après, on est bien conscient que la taille des titres est limitée, tout ça, mais voilà. De présenter intégralement l'identité des femmes et des hommes, comme disait tout à l'heure, c'est Madame Lopez, c'est ça. Effectivement, c'était souvent le docteur Marc truc, et Sophie l'infirmière. Voilà, donc ça c'est non. La farbe de Georges Clooney, c'est non. Mais ça arrive encore parfois. Diversifier les représentations, ce dont tu parlais, pour le coup, il y a beaucoup, voilà, trop souvent les hommes expliquent le monde, ils sont experts, les femmes, elles sont victimes, elles racontent, elles témoignent, voilà, donc diversifier les représentations. Ne pas réserver les questions personnelles et descriptions physiques aux femmes. On ne l'interdit pas non plus, ça a fait peur à beaucoup de collègues de dire on ne pourra plus rien dire, les portraits seront lisses. Ce n'est pas du tout la question. Simplement se poser la question, est-ce que j'aurais dit la même chose d'un homme, voilà, ok, elle a peut-être des chaussures à talons rouges, est-ce que ça dit quelque chose d'elle ou est-ce que clairement ça ne dit rien? Voilà, juste se questionner. Équilibrer le nombre d'hommes et de femmes dans les articles, 35%.
se faire relire par des collègues parce que personne n'est à l'abri d'un cliché, d'une tournure de phrase malheureuse, et dans les articles sportifs donner donner le même nombre les premiers d'hommes que de femmes, quoi. Voilà. Et on y a adjoint donc un glossaire sur les violences faites aux femmes, un tableau de type on ne dit plus, on préconise. Donc on ne parle plus de drame conjugal, on parle d'homicide, voire de féminicide. On explique dans quel cas de figure on peut l'utiliser. Alors nous, on fait très attention parce que temps 1, temps 1 de l'info, ce qui peut parfois ressembler à un féminicide ne l'est parfois pas. Donc présomption, et puis sans compter la présomption d'innocence et tout. Maintenant, voilà, on s'est fait une espèce de grille, et quand les voyants sont au vert, on parle de probable féminicide, et une boîte à outils pour les concours de beauté. Voilà, en gros, tout le contenu, quoi. Oui, on a une question, et après, vous donnerez votre réaction, Emmanuel Brunel, sur cette présentation. Oui. Ouais, je suis passée vite, mais effectivement... C'est une question sur l'iconographie. Oui. À Ouest-France. Oui, dans la boîte à outils, effectivement, voilà, on le détaille, et effectivement, ça pour le coup, ça s'est vraiment, vraiment amélioré, parce que là c'est des indicateurs chiffrés qu'on je vous donnais, mais au-delà du baromètre, il y a beaucoup de choses non chiffrées qui sont bien améliorées. Et là, en l'occurrence, oui. Donc évidemment, on préconise de réfléchir à ne pas tomber dans les clichés, et on veut des hommes en photo devant les machines à laver ou qui aident les enfants à faire des devoirs. On veut des femmes dans le milieu professionnel, des femmes dans les voitures, et puis aussi, on veut des gens de toutes les morphologies, de toutes les couleurs de peau, parce que là-dessus aussi, les bases de données de photos, parce que nous, on a évidemment nos propres photographes, on paye aussi les bases de données de photos d'illustration. Elles sont très Europe de l'Est, quoi. Des grands gens blonds et minces et blancs. Voilà. Intéressant. Et votre analyse, vous, Emmanuel Brunel, sur ce baromètre et sur aussi l'aspect iconographique? En fait, oui, ça exemplifie bien un des éléments qui est pointé dans le livre, notamment par Sandy, qui montre que, par exemple, la photographie qui accompagne l'article sur les recommandations sur le sport pendant la grossesse, ça vient d'une base de données. Et donc, l'article originel montrait une femme enceinte qui court, et l'article qui a été republié une seconde fois montrait une femme en train de faire des étirements ou du yoga, donc quelque chose de beaucoup plus doux. Donc voilà, typiquement, l'iconographie, c'est vraiment un point, surtout moi en tant que sémiologue, qui m'intéresse particulièrement et qui est vraiment un point de vigilance. Après, sur plus généralement les recommandations. Donc moi, en tant que chercheuse, je ne ferai pas de recommandations, parce que le but, c'est vraiment d'analyser, de critiquer, de mettre en perspective, mais un petit peu plus regarder comment les manières de dire insufflent et instillent des manières de représenter le monde, et aussi en fait de nourrir des imaginaires. En fait, là, ce que vous dites par rapport à ces recommandations, c'est on cesse de nourrir un imaginaire. Donc, quand on dit féminicide à la place de crime passionnel, on cesse de nourrir l'imaginaire que c'est normal pour un homme très amoureux d'être violent, en fait. Donc, c'est ça, en fait, la perspective de fond. C'est plus de se dire, en fait, comment est-ce que je peux simplement, parfois par des moyens vraiment extrêmement simples, cesser de nourrir les imaginaires sexistes et plutôt développer, démultiplier par la créativité d'autres formes d'imaginaire, d'autres récits, d'autres façons de narrer, de mettre en scène. Et donc, c'est pour ça que j'insiste énormément, moi, dans mon travail sur la question de la créativité, mais que ce soit en agence de pub, en agence de presse, donc comme en parlait Jessica Lopez, c'est ça. Alors effectivement, eux, ils sont très, très sur des données chiffrées, parce que ils ont besoin de savoir où ils en sont. Donc, c'est plus pour faire un état des lieux. Mais après, ce qui va être plus intéressant, c'est de travailler sur la dimension qualitative. Et donc, justement, de regarder, quelles choses on peut mettre en place, créer, renouveler, pour vraiment changer de perspective et de regard sur le monde social. Donc, effectivement, il y a toute la partie de sensibilisation des collègues, éventuellement des correspondants permanents qui sont répartis sur différents territoires, etc. Donc, évidemment, on ne va pas peut-être faire des miracles en 5 minutes ou dans une rédaction, etc. Mais c'est plus un projet, on va dire, collectif. Elle le disait très bien en introduction. Il n'y a plus un média, ou presque, qui ne s'interroge pas, au moins s'interroger sur comment il procède. Et le truc que j'avais envie de rajouter, c'est qu'effectivement, question de genre dans les médias, c'est aussi s'intéresser aux façons dont on représente les hommes. Parce que du coup, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, on dit toujours place des femmes.
donc avec toujours les caricatures qu'on a citées plusieurs fois depuis le début de cette conversation. Mais on oublie aussi souvent que effectivement les hommes, par exemple, on ne laisse pas beaucoup la place pour leurs émotions, par exemple. Est-ce qu'on interroge les hommes sur qu'est-ce qu'ils ont ressenti après un incendie, une catastrophe, une maladie, enfin voilà. Donc dans plein de sujets de la vie sociale, c'est pas forcément ça qui est mis en avant dans la parole des hommes, c'est la parole de l'expert. Donc voilà, l'expert médecin, l'expert, je sais pas, mécanicien, enfin peu importe. Et donc du coup, ça oblitère en fait une partie de cette réalité qui déjà dans la société n'est pas beaucoup mise en valeur et encore moins dans les médias, pour donner un exemple. Enfin, pour aller dans votre sens. Et vous dites aussi sur le genre que ce sont des normes genrées binaires qui irriguent toujours massivement les médias. On est soit l'un, soit l'autre. Exactement. Et donc, du coup, si on commence à prendre une perspective plus théorique, philosophique et analytique sur la question du genre, il s'agit de se départir de ce qu'on appelle la bicatégorisation genrée qui mène à cette binarité et qui, en fait, fait correspondre les assignations identitaires à seulement deux parties, donc homme ou femme, arrimé à un imaginaire qui lui-même est ancré sur les représentations du biologique et qui, du coup, oublie notamment les continuums plus ou moins variés et diversifiés qu'il peut y avoir, et surtout la décorrélation entre l'assignation identitaire qui est faite par l'extérieur dans le social et le vécu et le ressenti des personnes qui peuvent être en dysphorie de genre, par exemple, si jamais ils sont en transition, ou même sans forcément transitionner pour les personnes trans. Donc, par exemple, ne serait-ce que les catégories cis et trans, qui maintenant, effectivement, dans les milieux un peu intellectuels qui s'intéressent à ça, sont assez banalisés, mais pas forcément dans tous les journaux, enfin, à part La Déferlante et peut-être Cosette, enfin, voilà, pour caricaturer des grands journaux féministes. Bon, et effectivement, c'est pas forcément ce qui est le plus connu. Les gens connaissent pas forcément le sens de ces mots-là. Sur la question de l'écriture inclusive, donc, qui porte très mal son nom, hein, parce que du coup, ça veut dire s'inclure à quoi? L'inclusivité, même cette notion-là, on réitère la norme, en fait. On s'inclut à la norme, alors qu'en fait, on veut transformer complètement les normes. Donc, c'est pas exactement la même perspective. Et du coup, alors sans militer particulièrement pour une façon ou une autre, mais non sexiste, je trouve ça déjà plus juste, du coup, parce que ça veut dire qu'il y a un problème qui s'appelle le sexisme, arrimé à un problème plus général et plus politique, parce que du coup, sinon, ça dépolitise le fait de parler d'inclusion, mais j'expliquerai peut-être plus en détail pourquoi. Écriture non sexiste, c'est mieux que écriture inclusive, qui est déjà dépassée d'après vous. Non, pas dépassé, mais du coup, c'est juste que c'est comme diversité. Enfin, voilà, c'est comme diversité, c'est comme inclusion. On est divers par rapport à quoi? Toujours par rapport à la norme. On est inclus dans quoi? Dans la norme. Du coup, en fait, on réitère la norme en sous-jacence. C'est-à-dire qu'on veut s'en départir, ou alors non, on dit on veut inclure plus de monde dans la norme, mais du coup, on ne change pas la norme. On dit on veut qu'ils soient comme les hommes blancs dominants. Donc, en fait, on veut que tout le monde soit un homme blanc dominant. Non, en fait, c'est pas ce qu'on veut. On veut démultiplier les possibles, être plus créatif et justement renouveler les regards et proposer d'autres choses. Et donc, du coup, en fait, sur la question de écrire de façon épicène, enfin avec mobiliser plutôt des mots épicènes, doubler les fonctions. Un mot épicène, on peut le repréciser, c'est un mot qui est à la fois masculin. Voilà. Typiquement, le métier de journaliste, c'est épicène. Ou un scientifique, au lieu de dire une chercheuse et un chercheur. Voilà, exactement, par exemple. Mais on peut dire une chercheuse, on pourrait dire une professeuse. Mais alors là, à l'université, on en est très loin. Est-ce que professeuse, d'ailleurs, c'est dans la nouvelle, dans les mots de Ouest France? Ouais, alors nous, actuellement, depuis 4-5 ans, on préconise professeur. Voilà. Maintenant, le dernier guide pour une communication non sexiste qui vient de paraître, voilà, ça, c'est le HCE. Voilà, lui préconise, mais ce n'était pas le cas il y a 4 ans, ce qui sort tous les 4 ans, préconise plutôt les mots en euse parce qu'ils s'entendent à l'oral. Alors, voilà, nous, de toute façon, ce qu'on a décidé à Ouest France, c'est qu'on partait sur certains termes, autrice, professeuse, mère, une femme mère, en se disant, on verra aussi ce qu'il emportera dans les années à venir et on s'adaptera. C'est l'évolution perpétuelle. En fait, il y a 4 ans, quand on s'est vraiment penché sur la question. Parce qu'une mère, sinon c'est une maman, du coup, à l'oral. J'entends bien, mais c'est vrai que quand on s'était posé la question il y a 4-5 ans, c'était déconseillé parce qu'en fait, c'était plutôt un terme daté venant du Moyen-Âge. Donc, ce n'était pas ce qui était préconisé à l'époque. Donc, nous, on s'est plutôt basé là-dessus. Sans compter que quand on a commencé à travailler là-dessus, l'Académie française ne préconisait toujours pas la féminisation des titres et fonctions. Donc, autant dire qu'on y allait à pas de velours. Depuis, ça a été le cas, mais ça ne l'était pas à l'époque. Et il fallait quand même qu'on fasse tamponner ce document par la rédaction en chef. Voilà, honnêtement, là, il y a déjà des parties du doc qui sont en train d'être mises à jour. La charte des faits divers de Ouest France, elle est en train d'être retoilettée. Il y a la question de la transidentité qui est actuellement travaillée. Voilà, d'autres sujets. Et clairement, oui, je n'ai pas de réponse définitive et je pense que juste on verra l'évolution.
Mais j'entends qu'effectivement, ils préconisent à l'oral ce qui s'entend au féminin. Donc, pourquoi pas. On verra comment ça évolue. Pourquoi pas le retravailler chez nous aussi. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à faire des grands signes. Oui, vous vouliez continuer, Emmanuelle Brunel? Oui, alors en fait, non, sur le point de la façon dont on écrit les êtres, donc justement pour les dégenrer, et qu'on leur donne des possibilités d'être voilà, peu… Si on les dégenre, c'est justement pour ouvrir les imaginaires, qu'on ne soit pas bloqué par un schéma. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'idée. Bon, après, tout le monde n'est pas forcément en capacité de faire ça spontanément, en fait. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail de sensibilisation, de formation, de mise à disposition d'outils, de boîtes à outils, etc. Donc, qui sont très bien et qui permettent d'instiller des choses voilà, qui peuvent ensuite faire leur chemin ici ou là. Mais sur la question juste très simplement de professeuse, Marlène Colonguli qui fait beaucoup de blagues là-dessus, elle dit il n'y a aucune raison de dire coiffeureux, mais parce que coiffeur, comme c'est un métier voilà, que les femmes exercent depuis longtemps, où il y a beaucoup de coiffeuses, peut-être pas forcément citées tous les jours dans les médias, mais en tout cas, la coiffeuse, on voit à quoi ça correspond, alors que professeur, c'est un métier qui a au moins cette dimension d'être intellectuellement plutôt dominant, même professeur de collège. Et donc, du coup, on ne va jamais dire ma professeuse de maths. Et donc, elle dit c'est très bizarre, en fait, le truc en heureux, mais même certaines collègues qui se disent elles-mêmes chercheurs, tous les trucs qui sont en heureux, c'est encore une façon de dire non, mais en fait, voilà, je veux être madame la professeure, éventuellement madame la chercheur, éventuellement alors que d'autres noms de métiers qui sont en heure peuvent tout à fait partir en euse sans problème, parce que justement, elles n'ont pas cette dimension-là. Donc, si on décorrèle complètement les phénomènes d'assignation, par exemple, professionnelle, alors, on pourrait tout à fait dire professeuse, mais c'est juste que dans les imaginaires, alors en plus, nous, on a l'Académie française. Au Canada, c'est pas comme ça. Eux, ils disent professeuse depuis longtemps. Mais du coup, qui est très archaïque, très réactionnaire et qui n'est pas du tout, là pour la créativité. Pour le coup, c'est pas du tout ce qu'ils défendent. Et du coup, oui, pour revenir juste sur le point des questions de transgenre, transidentité, ça c'est un autre point qui est en cours de développement à pas de loup, etc., dans différents espaces médiatiques. Il y a donc le chapitre de Rim Kiresh-Gerwig dans l'ouvrage qui parle de la mode. Et donc, en fait, c'est par les médias de mode. Donc, elle fait tout un focus sur Vogue, donc magazine de mode voilà, très connu, qui a, pour la première fois en 2017, mis en couverture un mannequin transgenre. Donc, il s'agit de Valentina Sampaio. Ce mannequin transgenre ayant été en couverture de Vogue, il a ensuite fait le mannequin a fait, alors pour le coup, le mannequin, c'est masculin pour tout le monde. Effectivement, il a fait la couve de Elle et ensuite, bref, Valentina Sampaio a été sollicitée par de nombreux médias à partir du moment où elle avait fait la couverture de Vogue. Donc, elle a repris cette même personne pour faire une autre couverture. Et donc, elle dit, dans la mode, c'est un espace de créativité par définition, dans laquelle la liberté de jouer avec les frontières de genre est beaucoup plus déjà en place, on va dire, un peu à l'avant-garde que ce que ça peut se faire dans le Marie-Claire, le Elle ou les magazines dits féminins. Et justement, le fait qu'il y ait encore des magazines dits féminins, en soi, en fait, c'est un problème éditorial, rédactionnel et social qui veut dire que, par exemple, il y a des magazines pour une partie de l'humanité, mais est-ce qu'il y a des magazines masculins? Alors oui, vous allez me dire, il y a… voilà, les autres, voilà. Non, il y avait le truc de Bec BD, là, à un moment donné. Enfin, un magazine… Causeur, non, pas Causeur, Causeur, c'est extrême droite. Non, Causeur, c'est vraiment extrême droite. Non, GQ, merci, oui. c'est celui-là que je cherche. C'est celui-là que je cherche. Voilà, donc… voilà. Le GQ, voilà, exactement, le GQ qui se voulait le magazine lifestyle, voilà, dans la perspective lifestyle, à la Marie-Claire, à la Elle, etc., pour les hommes. Donc, qui a eu sa pérennité. Mais du coup, au lieu de scinder, mais du coup, ça rebinarise. Quand vous faites un magazine pour les hommes, un magazine pour les femmes, donc vous avez votre Elle, votre Marie-Claire, vous avez votre GQ et sachez tailler votre barbe et vous sapez classe. Voilà, en gros, les conseils, je caricature exprès. Et donc, du coup, effectivement, on pourrait se dire non, mais on n'a pas besoin de magazines féminins ou masculins, on a juste besoin de magazines, peut-être qu'on n'a même pas forcément besoin de magazines, ça, j'en sais rien, mais du coup, qui soient dans des perspectives autres et qui permettent à tout le monde de s'identifier, de se reconnaître et a priori peut-être sans genre particulier, ni couleur de peau particulière, ni morphologie particulière, juste par intérêt en fait pour le sujet. Donc, effectivement, la mode est un peu à l'avant-garde de cette problématique-là. Et puis, Cosette aussi, on en avait un petit peu parlé, qui dit plus musclé du capiton que je ne sais plus quoi. Enfin, le slogan était… plus musclé du cerveau. Du neurone que du capiton. Voilà. Donc, pour remettre un petit peu la présence intellectuelle des femmes sur la place publique. Donc, effectivement, toutes ces initiatives sont louables et à prendre en compte. Mais du coup, en fait, moi, la perspective qui m'intéresse le plus serait vraiment de tout…
un peu décloisonner, tout décatégoriser et de repartir presque de quelque chose d'assez neutre. Et donc, la mode en particulier, il y avait une pub Diesel là, qui était assez intéressante qu'elle analyse, qui voulait être complètement gender neutral. Donc, ça veut dire, en fait, voilà, on propose un pull. Bon, il n'y a pas de raison que ce soit particulièrement morphologiquement fait pour une femme ou pour un homme. Et donc, qui proposait des représentations complètement gender fluid. Mais c'est rare encore. Enfin, du coup, voilà, c'est assez peu développé, à ma connaissance. Et d'ailleurs, vous et vos collègues, vous participez, vous donnez des recommandations à la cellule communication du HCE, le Haut Conseil à l'égalité? Alors, en fait, les chercheurs et les chercheuses en sciences de l'information et de la communication? Alors, entre autres chercheuses et chercheurs, oui, on était sollicités, en tout cas, la même année, Marlène Coulon-Gully et moi, c'était complètement par hasard, mais on a été sollicités pour la dernière mouture du rapport du Haut Conseil à l'égalité, qui avait un volet médias et représentation sociale, qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que le Haut Conseil à l'égalité donne des recommandations sur des questions juridiques, sur des questions d'emploi, sur des questions de ressources humaines, etc., de discrimination au logement, à la santé, à l'embauche. Et là, il y avait donc un volet média. Et donc, ils ont intitulé ça « Stéréotypes » directement. Donc, effectivement, ça, c'était un peu problématique. Et en nous demandant, nous, chercheurs en sciences de l'infocom, qu'est-ce que vous pensez des stéréotypes dans les médias? Donc, Marlène a expliqué que depuis 50 ans, voilà tout ce qui se passe, etc. Et moi, du coup, j'étais uniquement sollicitée pour mes travaux de recherche qui sont dédiés aux femmes noires. Du coup, ça, c'était… Dans le cadre de votre thèse, là, en l'occurrence? Non, ça, c'est d'autres articles. Ok, d'accord. Non, ça, c'est d'autres articles. Moi, dans ma thèse, je travaille vraiment à démonter la notion de diversité pour expliquer pourquoi est-ce qu'elle est dépolitisante et pourquoi est-ce que, justement, elle prête à confusion. Mais du coup, dans mes travaux plus sur les discours des femmes noires, qui sont donc plutôt… là, les discours que j'ai étudiés sont des discours clairement militants, qui ne sont pas forcément très portés sur l'idée de stéréotypes et qui vraiment militent pour l'égalité réellement universelle. Donc là, elles sont dans des perspectives beaucoup plus politiques et ces discours-là, en fait, se traduisent dans certains médias qui restent assez confidentiels parce qu'elles parlent où? Sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc, en gros, voilà, les sans-voix se déploient leurs paroles par ailleurs dans les dispositifs technonumériques qui existent aujourd'hui. Et donc, cette parole-là, du coup, on peut quand même la saisir et on peut quand même l'étudier comme les paroles qui sont diffusées dans les discours qui sont diffusés dans les médias mainstream. Et donc, du coup, il m'avait interrogé sur un article que j'ai fait sur 2 petits médias très confidentiels, dont un qui s'appelle L'Afro et un autre qui s'appelle Nothing But The Wax, qui d'ailleurs est mort entre-temps, de sa belle mort de petits médias qui commencent à exister, qui était uniquement dédié aux représentations des femmes noires et qui voulait faire un magazine full femmes noires. Et donc, on dit « Ah, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas assez de représentation des femmes noires dans les médias traditionnels féminins ?» Je dis « Oui, je pense qu'éventuellement, c'est une interprétation assez solide, qu'il n'y a pas assez de représentation des femmes noires, donc elles ne se sentent pas forcément représentées, mais elles achètent quand même, elle et Marie-Claire, elles n'achètent pas que Miss Eben et d'autres magazines spécialisés. » Donc, du coup, ces journalistes-là voulaient développer d'autres choses. Elles ont en tout cas mis le pied à l'étrier et amorcé des choses. Et effectivement, le Haut Conseil à l'égalité me disait, pour l'anecdote, « Ah oui, c'est super, on a très envie aussi de voir des femmes noires dans les médias, mais alors vous allez dire ça à nos collègues du Figaro, parce que tous ces documents sont évidemment transmis à tous les grands médias français. Eux, ils en sont très, très loin. Eux, c'est ceux qui couvrent le fait que la maire de Paris n'a pas accepté le festival Nyansapo et a décidé de les mettre à la rue pour racisme anti-blanc. » Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu, mais donc voilà. Donc clairement, non, le Figaro n'est pas prêt, ni pour l'écriture inclusive, ni pour les femmes noires représentées de façon banale et ordinaire dans les médias. Mais après, voilà. Là, vous avez parlé des médias mainstream. C'est vrai que mainstream. Là, on a surtout parlé des grands médias comme Ouest France, l'AFP. Mais est-ce que cette tendance à plus d'égalité, ça concerne aussi les petits médias, les médias numériques de manière générale? Il n'y a pas que les grands clients de l'AFP qui s'intéressent à tout ça. Oui, vous avez une vision là-dessus ou... Ah oui, complètement. Alors pour le coup, là, les recherches montrent très bien que les espaces des sans-parole ou des sans-voix ou en tout cas des personnes qui sont pris dans des rapports de minoration et d'oppression qui ne se sentent pas représentés, fleurissent dans des espaces interstitiels qui sont notamment numériques aujourd'hui parce que les technologies le permettent, mais aussi simplement parfois dans des cadres associatifs, au départ militants, puis après de plus en plus ayant vocation à s'adresser au grand public. Et il y avait donc cette fameuse journaliste très intéressante, donc c'était Chayette Chienin et Adama Anoto, qui me disaient tu vois, nous on lance notre média, donc elles ont tenté quelque chose axé sur la mode, la créativité
et avec donc l'idée de mettre uniquement des mannequins noirs, et même que femmes, peut-être il y avait quelques hommes, enfin je ne sais plus. Et elles ont dit, mais pourquoi est-ce que moi, j'ai toute ma vie acheté un Marie-Claire où il n'y avait que des femmes blanches, et pourquoi est-ce que mon média où il n'y a que des femmes noires, ça ne pourrait pas aussi parler à des femmes blanches? Je dis, bah non, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison particulière. Du coup, il n'y a aucune raison c'est pas un truc cloisonnant, c'est pas un truc stigmatisant, et ça vise pas du tout, en tout cas leur état d'esprit, comment elles ont conçu ce média-là, voilà, qui était effectivement assez confidentiel, mais qui était intéressant dans la démarche et dans la dynamique de l'esprit de création. Et ben en fait, oui, elle dit, il n'y a pas de raison que tu puisses pas avoir envie de, je sais pas quoi, de t'identifier à tel livre qui est lu par ce mannequin-là dans la rubrique lecture de mon magazine Notes in Mud Wax. Je dis, bah oui, c'est vrai, en fait, mais on a toujours ce biais, et donc justement, travailler sur les biais et sensibiliser aux biais sexistes, ça pour moi c'est un truc vraiment fondamental, et pas juste auprès des journalistes plus ou moins vieillissants, etc., mais dès l'école en fait. Mais justement, est-ce que tout ça, avec les écoles de journalisme, c'est beaucoup, on est bien parti là, Virginie? Moi, honnêtement, je suis très optimiste parce que je me rends compte depuis 3-4 ans, le premier été, c'est une anecdote, mais je suis vieille, le premier été après les préconisations, je les ai envoyés à tous les stagiaires d'été début juillet qui arrivaient dans la rédaction. J'ai pas eu de retour. Et le deuxième été, on m'a renvoyé 3 mails. Ils disent juste, bah ouais, merci, c'est évident. Ok, bah, c'est évident. Alors, c'est génial, tant mieux. La charte clairement, que vous aviez envoyée, c'est la charte que vous aviez envoyée. Oui, c'est ça, voilà, qui est en interne. Donc, je l'ai envoyé à toute la liste des stagiaires d'été, quoi, pour qu'ils suivent nos préconisations. Et voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que donc maintenant, dans les écoles de journalisme, c'est une question. Ça ne l'était pas. Ça n'était pas quand j'y étais. Et c'est une très bonne nouvelle parce que voilà, tu parlais tout à l'heure de déconstruction. Alors, c'est peut-être un terme trop fort. On peut peut-être parler d'acculturation, en tout cas, de tous les collègues. Mais en tous les cas, tout ce travail qu'il faut faire, là, ne sera pas nécessaire. Donc, on leur dira ce qu'on a choisi dans ce média-ci à l'instant T, puisque ça a évolué tout le temps. Mais voilà, il n'y a pas tout un travail de repenser, de tout repenser en fait, quoi. Donc c'est vraiment plaisant et c'est encourageant pour l'avenir. Enfin, moi, je suis vraiment très optimiste, même si clairement, une fois qu'on a planté la petite graine dans l'esprit d'une grande majorité des collègues, dès lors qu'ils commencent à prendre conscience des choses, on voit vraiment une évolution. Que ce soit les hommes comme les femmes, des gens de 35 comme de 55 ans. Enfin, on a eu quelques personnes réfractaires, mais c'est vraiment une infime minorité. Non mais oui, enfin moi je parle en plus à Ouest France, clairement l'immense majorité se questionnait pas, une petite minorité avait hâte que ça change clairement, et une toute petite minorité reste réfractaire, et encore aujourd'hui ils féminisent les noms et puis c'est tout. Voilà, ils ont sauté en l'air quand on leur a parlé d'autrice et de sapeuses-pompières, et puis c'était il y a 1 an et demi, puis aujourd'hui je pose même plus la question, donc tout va bien quoi. Ouais, mais d'ailleurs, à cet égard, il y a un travail assez de réseau, en fait, qui est mené donc, par Sandy Montagnola, qui œuvre à l'IUT de Lannion. Et elle, en fait, elle est donc à peu près l'équivalent, donc, je sais pas, chef égalité ou un truc comme ça, enfin, voilà, un titre en rapport avec l'égalité femmes-hommes, pour l'ensemble des écoles de journalisme universitaires, pas les écoles privées qui ne sont pas dans ce réseau. Mais du coup, en fait, toutes les formations au journalisme, en journalisme, sont donc normalement aussi sommés d'avoir des chartes, voilà, avec un tas de préconisations de ce type. Et elle, du coup, en fait, elle fait donc notamment la formation de ses propres étudiants en journalisme à l'IUT de Lannion. Et en fait, c'est un peu une espèce de laboratoire au niveau national, sur le territoire français. Et ensuite, ça se déploie dans d'autres écoles. Donc voilà, par exemple, au CELSA, à l'école de journalisme, ça y est. Je crois qu'à Lille aussi. Enfin voilà, en fait, les écoles ont vraiment pris ça en charge. Et puis aussi, il y a aussi un côté générationnel. Il y a une nouvelle génération de jeunes qui sont plus ou moins déjà au fait. Peut-être qu'ils n'ont même pas besoin de se déconstruire, mais juste de se construire autrement, en fait. Et de construire aussi des repères à la fois psychologiques, sociaux et également politiques, qui soient simplement différents d'auparavant. Et ça, c'est le cas pour l'écologie, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour les questions féministes. Oui, il y a clairement une attente. Ils répondent avant tout à une attente des plus jeunes générations de journalistes. Ouais. On peut être optimiste. Carrément. Voilà. On avait une question que je vais résumer au micro pour les personnes qui nous écoutent. C'est par rapport au côté managérial. Et justement, vous avez dit qu'il y a beaucoup de travail. En fait, on a beaucoup de travail vis-à-vis des autres journalistes, pas avec les groupes. Et moi, du coup, je suis journaliste spécialisé en informatique et ça me fait penser, par exemple, à la RGPD ou des choses comme ça. Donc, il y a des référents qui sont identifiés dans tous les services.
Mais ces référents, du temps qu'il leur a donné par leur hiérarchie, ils ont une prime à la fin du mois pour leur travail et pour leur rôle de référent. Il y a des gens qui ont des questions de mon code, etc. Mais du coup, là, est-ce que dans des structures médias en France, là, il y a aussi cette pratique, mais de façon générale, il y a du coup une réalité du besoin de travail que ça demande qui est donné à des gens au sein des La question pose sur l'aspect managérial, comment irriguer une structure médiatique de ces principes égalitaires? Est-ce qu'il faut des référents et comment faire en sorte que le temps que cela peut nécessiter soit pris en compte? J'essaie de résumer un peu. Oui, clairement, ce n'est pas sous forme de rémunération supplémentaire, mais on a du temps de travail qui peut y être dévolu. En fait, on nous accorde ce temps. Donc, clairement, lors de la constitution de la charte, c'était à chaque fois une demi-journée de travail, etc. Et ensuite, bien évidemment que quand les ambassadeurs, parce qu'on a fait deux strates, il y a tous les membres du réseau, mais donc certains qui sont ambassadeurs, ceux qui ont tenu les réunions, bien évidemment que quand ils étaient en réunion en visio ou en présentiel avec moi et ma copilote pour qu'on leur donne le PowerPoint, explique tout en détail pour qu'eux-mêmes puissent aller informer les collègues et répondre aux questions ensuite. Ça, c'est un jour où ils n'étaient pas dans leur rédaction, ils étaient là avec nous à travailler, de la même manière quand il y a eu la réunion pendant 1 an et demi, pendant 1 heure et demie, pardon, c'est du temps qu'on a accordé, voilà. C'est sous forme de temps. Après, voilà, c'est sûr qu'il faudrait toujours plus, mais c'est déjà cool. Et nous, on n'est pas du tout parti sur l'idée, comme à l'AFP, je ne dis pas que ça se fera jamais, mais d'avoir une personne dévolue à ça. D'une part, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu les moyens financiers, mais de toute façon, nous, dans le réseau, on en avait parlé et on n'était pas... Enfin, on savait trop qu'en penser parce que le risque, il nous semblait que si quelqu'un était dévolu à ça, le risque était que tout le monde se dise c'est pas mon problème, c'est le problème de la référente. Or, nous, on voulait vraiment que chacun s'empare de ces questions-là, des référents qui sont au plus près des collègues, parce que du coup, si un collègue à Lisieux a une question demain, il a un collègue pas loin de lui qui connaît, à qui il pourra la poser. Si éventuellement, il ou elle n'a pas de réponse, il me contactera. Mais voilà, je pense que c'est important parce que tout le monde ne peut pas me connaître, ni connaître Fanette, ma copilote, ou la rédactrice en chef qui chapeaute le projet. Donc voilà, on voulait vraiment faire un tissu le plus complet possible. Alors voilà, je ne sais pas si c'est la bonne manière de fonctionner. Ça a eu des avantages et ça a des inconvénients. Voilà. Ce réseau, ce tissu, vous êtes à peu près 80 sur 400, sur 600 journalistes, c'est ça? On est 80 là. Dans toutes les régions, quoi. Oui. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et aussi, on peut aussi dire, Virginie Henné, que comment vous mesurez le retour du public, peut-être via les réseaux sociaux, sur des articles qui seraient mal articulés ou sexistes, ou vous arrivez à le mesurer, ça? Ouais, c'est qualitatif, hein, c'est pas du tout quantitatif, mais clairement, il y a 4-5 ans, on se faisait alpaguer sur les réseaux sociaux lors d'articles, notamment de féminisme, de violence faite aux femmes, clairement. Et c'était justifié, des horreurs d'humour de type il y a des grumeaux dans la pâte à crêpes, il la frappe, voilà. On faisait de l'humour sur le dos des femmes. Donc voilà, clairement, la bonne nouvelle, c'est que c'est rarissime quand ça arrive encore. Et quand ça arrive encore, c'est modifié très vite, en fait, parce que on a même sensibilisé, et c'est évidemment les community managers, etc. Donc les rares fois où ça arrive, ça reste pas longtemps et on contacte le ou la collègue concernant en lui redisant les préconisations. Ensuite... de retour, après les gens ils écrivent quand ils sont pas contents, donc on a eu quelques courriers de gens pas contents, surtout des hommes blancs, l'écriture de pattes de mouche d'un certain âge, qui ne supportent pas qu'on écrive autrice, qui sont agressés par cette forme d'écriture, à qui on prend la plupart du temps le temps de répondre, mais voilà, au bout d'un moment, tant pis pour eux. Mais on a aussi eu quelques courriers de femmes, de courriels, parce qu'on a une adresse mail qui se félicitait de tout ça, qui disaient qu'elles étaient en attente de ça, qu'elles étaient heureuses de se voir enfin un peu mieux, pas encore à la hauteur, mais mieux représentées dans leur journal, parce que nous, c'est comme ça aussi qu'on a convaincu, enfin, s'il était besoin de la convaincre, mais le rédacteur en chef au début, on lui a dit aussi... voilà, un Français sur 2 est une femme. Si elles ne se sentent pas représentées dans leurs médias, elles n'ont pas envie de l'acheter. Enfin, c'est bêtement économique aussi comme logique. Voilà, donc ça va mieux. Globalement, on a des bons retours. Mais on en a peu, on en a assez peu, en tout cas à ma connaissance, on en a assez peu. Mais la preuve,
en avoir assez peu, c'est aussi la preuve que ça n'a pas été la fin du monde du tout, quoi. Voilà, ça n'a pas été un cataclysme. Et ouais, moi, juste répondre sur le domaine de l'informatique, parce que, bon, par hasard, il se trouve que j'ai étudié une campagne interne d'une entreprise qui s'appelle Accenture, que je pense que vous connaissez. Enfin, qui vend des services informatiques, du coup, enfin, dont le cœur de métier, c'est de vendre des services informatiques, et qui avait fait une campagne sur l'égalité femmes-hommes. Donc, j'ai créé un article sur cette campagne pour montrer comment ils avaient réussi cette espèce de, je ne sais pas comment on pourrait dire, de pirouette pour en fait dire que l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise, donc là, du coup, ils parlent vraiment à leurs salariés, ils s'adressent à leurs futurs potentiels salariés parce que la campagne était aussi dans le métro, mais c'était surtout placardé en interne. Donc moi, je l'ai vu dans le métro et j'ai compris qu'elle était aussi placardée en interne parce que c'était mis sur le site de la réclame qui recense plein de publicités. Et en fait, il disait equals, égal, égaux. Les personnes sont égales, égaux. Et en fait, tout le discours arrimait la volonté d'aller vers l'égalité à une égalité préalable. Donc, c'est-à-dire quand les femmes seront aussi fortes en informatique que les hommes, alors elles seront égales. Donc, tout le discours de cette campagne qui était quand même développé par le service, je ne sais pas si c'était corrélé entre les RH et la com, mais en tout cas, la com, c'est sûr qu'elle a pondu cette campagne avec une agence de com voilà, qui a pignon sur rue. Et du coup, je me suis dit, tiens, intéressant, une campagne sur l'égalité. On va la regarder un peu de près, donc avec tous les outils de l'analyse sémiotique et discursive. Et donc, je me suis rendu compte qu'on conditionne l'égalité à l'égalité préalable, dans le sens où on estime que comme elle est déjà là, il n'y a plus qu'à l'étaler, la mettre en mode bisounours, couleur, tout le monde est formidable, gentil, joli et tout ça. Et donc, voilà, on fait des campagnes et on s'enorgueillit, donc cette espèce d'auto-glorification, d'être déjà dans l'égalité. Donc, du coup, il n'y a plus de perspective ni d'amélioration, ni de recommandation, ni de préconisation, puisqu'on y est déjà. Et il y a un travail assez intéressant d'une sociologue qui est à la frontière entre la sociologie des entreprises et la sociologie des représentations, qui s'appelle Isabelle Collet, qui a travaillé sur l'asymétrie des rapports sociaux de genre dans l'informatique. Donc, voilà, si ça peut vous intéresser de regarder le travail d'Isabelle Collet, qui est assez intéressant. Du coup, c'est plus de la socio que des questions médiatiques, mais c'est aussi intéressant. Peut-être, si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Mais on peut peut-être redire un mot sur l'aspect photographique, parce que dans votre baromètre, Virginie Henné, vous mentionnez l'évolution au fil des ans du nombre de signatures de points de vue dans le journal, le nombre de femmes en photo et le nombre de femmes citées dans les articles. Ce sont des éléments dans votre baromètre, hein, c'est ça ? C'est les éléments qu'on peut quantifier. Comme je vous disais tout à l'heure, il est incomplet ce baromètre parce qu'on ne peut pas tout quantifier. Et il y a une partie des choses qui vont clairement beaucoup mieux. Hein, sincèrement, je disais, tout est féminisé. Les photos, elles sont plus sexistes. Pour le coup, ça a été assez facile en fin de compte. On pensait que ce serait plus long, mais ça a été très rapide. La féminisation des titres et des fonctions et l'arrêt des photos clichés, ça s'est très vite fait. Et l'articulation avec le texte aussi de la légende de la photo, qui peut faire dire le contraire à la photo. Qui peut orienter la lecture de la photo. Je ne vois pas à quoi vous faites référence concrètement. C'est-à-dire que la légende de la photo doit expliquer un peu les personnes que l'on voit et bien préciser les noms, les prénoms, les fonctions. Ah oui, bien sûr, et les fonctions. Ah oui, tout à fait. Là, je parlais avant tout de photos d'illustration. Mais oui, bien sûr, il y a encore parfois quelques ratés, hein, mais on est 600, donc je ne vais pas vous dire que tout est parfait, merveilleux. Mais globalement, c'est rarissime, quoi. C'est rarissime qu'un titre ou une légende mentionne plus qu'un prénom pour une femme ou l'appelle par... l'exemple là, de la femme de George Clooney, si je m'en souviens, c'est parce qu'il l'an dernier, voilà, je m'en souviens encore, mais c'était l'an dernier, donc autant vous dire que je n'ai pas d'exemple plus récent. Donc à ma connaissance, globalement, ça va, quoi. Là-dessus, ça va. Ce n'était pas le plus compliqué. Le plus compliqué, en fait, c'est vraiment de créer de nouvelles habitudes et notamment d'aller chercher des femmes expertes, par exemple. Alors après, je ne sais pas si l'objectif, c'est 50%, parce qu'en fait, on ne peut pas tordre le cou non plus à la société, je pense, à la réalité. En tout cas, les maires, M-A-I-R-E-S, sont encore majoritairement des hommes. Les chefs d'entreprise sont encore majoritairement des hommes. Les présidents d'associations sont majoritairement des hommes. Voilà, c'est pas du tout pour se dédouaner, parce que clairement, on doit être proactif, et c'est ce qu'on dit à tous les collègues. Voilà, aujourd'hui, Ouest France assume, nous souhaitons être proactifs. Allons chercher les femmes. Voilà, maintenant, les 50%, je ne sais pas. On n'y arrivera peut-être pas très facilement, pas tout de suite en tout cas. Voilà, maintenant, pour autant, il faut que les collègues diversifient leur carnet d'adresses.
OK, si à Météo France Rennes, on a un super prévisionniste qui répond dans la seconde sur son portable et qui est génial. Mais on explique aux collègues qu'il faut prendre le temps, une fois de temps en temps, de rappeler le secrétariat et de demander « Avez-vous aussi une prévisionniste à Météo France Rennes ?» Et ce temps, entre guillemets, perdu ce jour-là, et ben, une fois qu'elle est inscrite dans son carnet d'adresse, elle y est pour toujours. Et peut-être qu'elle aussi, elle répondra, etc. Ensuite, dernière des expertes, en invitant les femmes à y rentrer, on essaie de les convaincre déjà, parce qu'on sait aussi que les hommes, ils répondent tout de suite. Je n'ai rien contre ça, les hommes ici, hein, mais globalement, ils répondent plus vite pour des sujets, même si ce n'est pas leur champ de compétences directes, et ils sont tout le temps partants. Les femmes, elles vont commencer par dire ah, mais ce n'est pas exactement mon champ de recherche, est-ce que je suis vraiment compétente? Ensuite, elles vont dire bah là, je ne peux pas tout de suite parce que j'ai du taf, parce qu'en plus, en rentrant du taf, j'ai des gosses, j'ai la double journée. Et voilà, donc créer cette annuaire, c'est aussi prendre le temps de leur expliquer que déjà, nous, on veut bien, on prend notre part, mais qu'on a aussi besoin qu'elles prennent leur part. Il faut aussi que les femmes expertes, quel que soit leur champ de compétences, et ça à l'esprit, parce qu'il faut que tout le monde prenne sa part et nous aide aussi. Et ensuite, nous, on les rassure en leur disant qu'en étant dans cet annuaire, c'est elles qui nous disent leur champ de compétences précis, qu'on ne les appellera pas pour un autre, on ne les prendra pas en traître, que si on les appelle sincèrement 2 fois dans l'année, ce sera un maximum, et que bien évidemment, que si elles ne sont pas dispo, on ne leur en voudra pas. Voilà. Donc, on essaye vraiment en amont de désamorcer tous les refus possibles, tous les billets. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est en cours de construction. On a 80 noms dans cet annuaire. Les réunions dans les rédactions, elles reprennent, mais le Covid ne nous a pas aidés, il faut dire. Mais voilà, là, pour l'instant, voilà, j'espère vraiment qu'en juin, qu'il y aura 3 fois plus de fiches dans cet annuaire et qu'on pourra vraiment communiquer dessus en interne. Qui sera bien utilisé, quoi. Après, vous ne pouvez pas aller plus vite que la société. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, comme ce que j'essayais d'expliquer en introduction, c'est que les représentations qui traversent les médias traversent d'abord la société avant d'aller se mettre en circulation dans les dispositifs médiatiques. Donc, avant que la moitié des chefs d'entreprise soient des femmes, avant que la moitié des directeurs d'associations soient des femmes, avant que la moitié de je ne sais pas quelle autre profession soit des femmes, ça, évidemment, on ne pouvait pas le faire avant le monde social, en fait. Bien sûr. Après, c'est un cercle vicieux ou un voilà. cercle vertueux. Parce que si nous, on amène plus de représentation féminine dans les journaux, les petites filles, les jeunes femmes, les femmes, mais absolument, voilà, si elles voient que c'est possible, elles se mettront plus de barrières. Et voilà, ça peut être un cercle vertueux. Là, ce dont vous parlez, c'est le syndrome de l'imposteur, de l'impostrice en l'occurrence, plus précisément, qui du coup se prédévalorise avant même d'avoir pu simplement émettre son avis sur la question qui pourrait lui être posée. Donc effectivement, ça c'est un problème plus structurel et aussi plus politique en fait, c'est-à-dire que c'est la façon dont on éduque les personnes à être sur la réserve ou à être au contraire toujours partant, comme vous disiez. Voilà, ça c'est un problème vraiment d'éducation, j'ai envie de dire, depuis la primaire jusqu'à la fac, quoi. Donc ça, c'est une question plus large. Pardon. Merci beaucoup, c'est passionnant ce que vous nous expliquez. Et puis, on va bientôt rendre l'antenne. Et pour répondre à une question, on a une question aussi sur la référence des ouvrages cités. Et c'est l'occasion, pour compléter, de dire déjà pour vous, Virginie Henné, qu'il y a une newsletter égalité à laquelle on peut s'abonner pour suivre votre actualité. Oui, tous les articles de toutes les semaines parus dans Ouest France sur les questions d'égalité de genre, mais pas que, d'égalité en général. Et donc, vous tapez juste dans Google newsletter égalité au pluriel Ouest France et vous trouverez, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. 50% des articles sont sans cadenas généralement et il y a un édito toutes les semaines. Pour suivre un peu l'avancée de votre baromètre aussi, qui sera sûrement mise à jour l'année prochaine. Ouais, là, on le republiera dans le journal en janvier, je pense, normalement. Ok. Alors pour vous, on ne sera pas très glorieux, mais c'est bien. Je rappelle l'ouvrage que vous avez coordonné, Emmanuel Brunel, Genre et médias, quelle représentation. Et puis vous pouvez retrouver cette rencontre sur la chaîne YouTube du Club de la Presse. Et puis c'est le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous du cycle aura lieu en janvier. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Ok. Des questions. On est très bon en timing, souvent, mais là, on pourra continuer justement avec les personnes qui sont dans la salle. Si vous avez posé des questions. Merci beaucoup. Oui. À très bientôt. Merci, vous aussi. Merci. J'ai une précision. Il y a la Biblion. Les 50%, tous les maires la plupart des maires sont des hommes. Il y a
un média belge, je crois que c'est la RTVF, mais je ne suis pas sûr, lors des dernières élections, alors il y en a plusieurs fois, mais à la fois municipale et pour les députés européens, comme il y a aussi l'obligation légale d'avoir une liste mixte à 50-50, et bien c'est eux-mêmes, ils ont décidé, si le député, par exemple, qui se présente, c'est un homme et que c'est sa suppléante, et ben nous, on invite la suppléante. Pour forcer la mixité des plateaux, des plateaux de débat, et ben, ils ont dit tant pis pour vous, en fait, vous avez qu'à mettre en première une femme. Du coup, voilà, ce cercle vicieux peut être amené aussi par les médias. Oui. Oui, mais il y a beaucoup de médias qui font des choses super, hein. Enfin, du coup, c'est pas juste pour jeter la pierre aux médias, même s'il faut les analyser. Non, mais typiquement, bon, là, il y a beaucoup, par exemple, de newsletters. Alors, dans Ouest France, c'est sur l'égalité. Libération vient de lancer sa newsletter féministe il n'y a pas très, très longtemps. Il y a La Déferlante. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce média. Bon, Cosette, qui est plus ancien. Bon, là, ils sont vraiment dédiés à ces questions-là. Mais même... dans des espaces médiatiques, on va dire, qui sont moins de l'actu chaude, comme disait la personne de l'AFP. Donc, justement, les médias froids, je ne sais pas si on pourrait vraiment appeler ça médias froids, je ne sais pas si Philippe Marion serait d'accord avec cette terminologie, mais du coup, c'est les médias, on va dire, qui prennent plus le temps du reportage, de l'enquête, parfois du documentaire, que ce soit au format vidéo, au format narration. Il y a tout un engouement pour le slow journalisme, donc avec comment on appelle ça, les MOOCs. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce type de format, voilà, qui est assez plébiscité, où il y a parfois des reportages sous forme de BD, enfin voilà, avec vraiment de l'innovation et de la créativité en termes de format. Donc évidemment que la brève des faits divers, c'est pas l'espace où on a le plus de loisirs de faire de la créativité. Néanmoins, si la brève de faits divers peut être plus crime passionnel mais féminicide, c'est déjà un bon point pour la brève encartée, voilà, Bien sur sûr. un sujet. Et puis surtout, faits divers. Il y a aussi du temps long et Voilà. même sur les faits divers. Enfin, il y a quelques jours dans Ouest France, il y avait une page entière de récits d'une famille qui racontait, c'est Julie, je crois, 22 ans, qui est morte sous les coups de son conjoint au printemps dernier. Voilà, donc oui, mais il y a tous les formats, les plus courts, du temps 1 de l'actu au temps long, au recul, quoi. Ouais. L'article de recul. Ouais, non, c'est très important parce que du coup, en fait, il y a aussi, donc c'est les fameux community managers qui sont formés pour voilà, déployer les contenus issus des journaux sur les réseaux sociaux. Eux aussi sont contraints par ces limites de format et du coup doivent aussi innover en fait par le format. Et donc justement, le média, par ses potentiels de créativité et de multi-déploiement, multicanal, comme ils disent, peut aussi apporter des choses. Et je voulais dire juste sur le livre, quelque chose qui peut être intéressant, enfin en particulier pour les lecteurs qui veulent avoir de la bibliographie. Le premier chapitre a une bibliographie extrêmement longue, donc exprès en fait pour retrouver toutes les études qui ont été menées en sciences de l'information et de la communication, en sociologie du genre et aussi en media studies à l'étranger pour les ressources anglophones. Et du coup, j'ai vraiment conçu ça exprès en fait pour que journalistes compris, grand public, pas forcément étudiant qui veut se spécialiser en questions de genre et encore moins forcément sur les médias, mais puissent vraiment avoir des ressources documentaires de qualité scientifique pour pouvoir simplement voilà, nourrir ses recherches, appuyer par exemple un point de contenu si besoin. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment conçu de façon un peu utilitaire, ou ça peut être aussi pour faire un mémoire voilà, en sciences sociales ou même une thèse. Mais du coup, voilà, l'idée c'était de me dire, en fait ces travaux-là, moi j'ai passé 12 ans de ma vie à les chercher, donc c'était un gros travail. Et donc voilà, à les chercher, à les lire, à passer des heures à la bibliothèque, à comprendre le sens de tous les concepts. Et donc du coup, il y a une petite dimension voilà, de vulgarisation qui est apportée notamment à travers la biblio et le premier chapitre qui revient sur la généalogie des études de genre en sciences de l'infocom. Ouais, c'est passionnant. Et puis, allez. On parlait des écritures et des articles qui sont par les community managers. Est-ce qu'ils ont eux aussi une formation puisque contenu sexiste, de violence, est-ce qu'ils ont une formation pour répondre à ces commentaires? Oui. Carrément. Il y a une formation que je ne connais pas assez en détail, j'imagine un peu dans leur formation initiale, mais ensuite, bien sûr, nous, on a c'est pas un partenariat, mais on paye déjà un service d'une entreprise, parce que vu le nombre de commentaires qu'on a sur Facebook et tout, c'est énorme.
Et voilà, donc déjà, il y a certains contenus qui sont d'ores et déjà soit masqués ou auxquels on répond. Et oui, ils ont... je vais mal le dire parce que je ne suis pas du tout community manager, mais je sais qu'en gros, ils ont une espèce de process. Tout commentaire raciste, c'est directement flingué. Un commentaire sexiste, insultant, machin, il me semble qu'il y a une espèce de mise en garde. On leur répond, votre commentaire est sexiste ou insultant, ça n'est pas acceptable chez Ouest France, en plus on est responsable. Et s'il y a récidive, là, suppression, masquage, voilà, c'est ça, me semble-t-il. Ils doivent faire le community management et modération, c'est ça? Ils doivent faire la modération. C'est ça. Ouais. C'est ça. Enfin, ils font surtout community manager, parce qu'il y a une entreprise qu'on paye pour faire la... Ah oui, le ménage. Ouais. Bah, en gros, oui, sinon il nous faudrait 50 millions de community managers, c'est trop important. Okay. Une personne qui cite l'annuaire qui répertorie de nombreux experts, expert.fr. Oui, c'est celui dont on est c'est le national. adhérent, si on peut dire. Ouais, voilà. Ah oui. Okay. Qui est super bien, mais qui est vraiment très national. Mais même international. Oui, voilà. .com non, mais il est très bien pour les collègues qui font les pages, les articles France, Monde, etc. Mais nous, en région, on a besoin d'aller de plus local. PQR. Bah oui, bah surtout oui. Voilà, de rédaction, donc les chiffres ils augmenteront pas si on s'attaque qu'aux pages d'information générale, quoi. Bah oui, c'est sûr.